Bonjour à tous. Alors, merci d'être aussi nombreux ce soir. Nous souhaitions, avec Marie, remercier tout particulièrement la bibliothèque d'accepter de nous recevoir ce soir. La mission égalité de la mairie de Bordeaux d'avoir accepté de nous soutenir pour ce projet. Nous souhaitions vous remercier, vous, d'être aussi nombreux ce soir. Également, les personnes qui ont été figurantes pour notre exposition. Donc, merci d'être aussi là ce soir pour ce vernissage. Et nous souhaitions également remercier toutes les personnes qui ont accepté de témoigner, que vous allez voir du coup dans le diapo, mais également David, qui est ici en présentiel avec nous, qui interviendra durant la conférence. Et bien, c'est parti. On a juste un petit problème d'éclairage. Alors, la conférence va se dérouler en deux parties. Dans un premier temps, nous allons aborder la grossophobie à proprement parler. Donc, selon une analyse sociologique, psychosociologique, et également une analyse de la communication actuelle. Ça sera ponctué de certains témoignages. Et dans un second temps, nous allons réaliser le vernissage à proprement parler, après une séance de débat avec vous. Le vernissage où on abordera quels sont les mécanismes qui sous-tendent notre exposition. Alors, les prémices de la lutte contre la grossophobie telle que nous la connaissons aujourd'hui démarrent dès les années 60 aux États-Unis. À mon sens, le mouvement de visibilisation le plus important, précurseur de l'époque, est celui initié par Steve Post en 1967, qui a réalisé un Fatin à New York. Lors de cet événement, 500 personnes se sont réunies et ont organisé un acte symbolique qui était de manger tout en brûlant des livres de régime. Par la suite, ce mouvement s'est structuré davantage. En 1969, naît la première association, toujours aux États-Unis, la NAFA, National Association to Advance Fat Acceptance, qui a permis en fait finalement d'être un des précurseurs de la structuration autour du mouvement luttant contre la grossophobie à l'heure actuelle. De notre côté, en France, il faut attendre les années 1989, impulsé par une personnalité forte de l'époque, Anne Zamberlan, qui était une actrice, qui est co-fondatrice de l'association Allegro Fortissimo. Selon elle, la grossophobie est née en France dans les années 20, sous l'impulsion des créateurs de mode qui ont décidé de laisser de côté les vêtements qui montraient et mettaient en valeur les formes pour des vêtements beaucoup plus filiformes qui nécessitaient un corps de type porte-manteau. Cette dynamique, donc créée dans les années 20, s'articule avec un changement de la représentation du corps gros qui est lié au contexte historique de guerre mondiale. Finalement, on passe d'une idée où le corps gros était synonyme de luxe, de richesse, à un corps gros comme étant synonyme de profit au détriment du citoyen. Un acte fort que l'on peut mettre en avant sur le paysage français, c'est la création par Diana Marx et Eva Pérez Bello en 2016 du parti politique Gras Politique, qui en fait propulse au niveau institutionnel la lutte contre la grossophobie. Avant d'entrer plus en détail sur la grossophobie et toute la lourdeur que ça représente, nous allons vous faire passer un petit sketch qui peut être un bon prémisse au sujet. Maintenant, on va essayer de voir ensemble ce qu'est la grossophobie pour pouvoir partager tout au fil de cette présentation une définition commune. La grossophobie a été définie pour la première fois de manière officielle, le 16 mai 2019 par la nouvelle édition du Robert, comme étant une attitude de stigmatisation, de discrimination envers les personnes obèses ou en surpoids.
Contrairement à ce qu'on pourrait donc penser, la grossophobie n'est pas la peur des gros, mais bien ce phénomène qui rassemble tous les comportements discriminatoires émis à l'encontre de ces populations, ainsi que les stéréotypes négatifs, c'est-à-dire les idées fausses, les croyances erronées qui sont socialement partagées et véhiculées à l'encontre de ces populations. Mais alors justement, quels sont ces stéréotypes ? Eh bien, l'analyse de la littérature nous permet de mettre en évidence des stéréotypes, des adjectifs qui sont très souvent associés aux personnes grosses. Et les voici. Malheureux, bête, moche, triste, paresseux, pauvre, négligé et méchant. Une manière très simple de voir s'illustrer ces stéréotypes, c'est tout simplement de taper sur son moteur de recherche « les gros sons ». Je me suis prêtée à l'exercice et voilà ce que j'ai trouvé. Les gros sons plus difficiles à kidnapper, ils sont à éviter et ils sont vulgaires. Ces stéréotypes sont véhiculés dès le plus jeune âge, puisque les études scientifiques nous montrent que les enfants, dès 4 ans, associent déjà le fait d'être gros à des adjectifs tels que bête, négligé et méchant. Pour vous illustrer les conséquences de ces stéréotypes, je vais vous présenter une expérience psychosociale qui date de 1994. Dans cette expérience, on a constitué 2 groupes de participants. Ces 2 groupes de participants avaient tous la même consigne, celle d'appeler quelqu'un pour apprendre à mieux connaître cette personne. À ces 2 groupes, on a donné une photo de la personne prétendument appelée. Dans le premier groupe, cette photo représentait une personne de corpulence moyenne, tandis que dans le second groupe, la photo représentait une personne étant en surpoids. Eh bien, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'avère que les personnes pensant avoir au téléphone une personne obèse l'ont jugée systématiquement plus antipathique que ceux pensant avoir au téléphone une personne de corpulence moyenne. Pourtant, il s'agissait dans tous les cas de la même personne au bout du fil. Pour nous, cette définition donnée par le Robert n'est pas exhaustive, puisqu'elle ne parle pas d'un phénomène qui concerne la grossophobie, qui est la peur de devenir soi-même gros. D'ailleurs, un sondage relaté dans le livre « Gros n'est pas un gros mot » d'Eva Pérez-Bello et de Daria Marx montre un sondage qui met en évidence le fait que la majorité des interrogés préfèrent se voir amputés d'un membre plutôt que de prendre 30 kilos. Ainsi, si nous pouvions résumer, la grossophobie agit pour nous en 2 processus. Un processus externalisé qui comprend tous les comportements discriminatoires et les stéréotypes négatifs que l'on va avoir à l'encontre du groupe social des personnes en poids ou obèses, et une grossophobie internalisée qui est la peur de devenir soi-même gros et qui est donc dirigée vers soi. Maintenant, on va aborder ensemble une partie sur la grossophobie médicale. Et pour introduire mes propos, je vais vous laisser écouter le témoignage de Cybèle. Bonjour tout le monde, je m'appelle Cybèle et je vais vous raconter une de mes nombreuses expériences de la grossophobie. Je suis dans la salle d'attente de ma gynéco. Je suis debout parce que, comme souvent, les sièges de la salle d'attente ne seront pas adaptés à ma corpulence. Je suis venue pour me faire enlever mon stérilet et j'appréhende énormément l'examen qui va suivre. Ma peur me ramène malgré moi et sans que je ne puisse rien faire pour l'en empêcher à la dernière fois où je me suis retrouvée à cette même place. Je ne sais pas vraiment pourquoi je suis revenue la voir elle. Elle est vraiment antipathique et froide. 5 ans auparavant, elle n'avait pas du tout compris ma demande de pose de stérilet. Quand on fait votre poids, s'est-elle exclamée, on a peu de chances de tomber enceinte. Et puis sincèrement, vous avez encore des rapports avec votre compagnon ? Ce mépris dans la voix. Mais bon, je n'avais rien lâché et elle avait fini par me le poser. À contre-cœur, cela dit. Pourquoi suis-je revenue ? Je crois que c'est parce qu'elle me connaît déjà et que je n'aurais pas besoin de réexpliquer mon histoire, de redire à quel point je n'aime pas être touchée depuis mon agression sexuelle, à quel point c'est difficile pour moi, vraiment difficile. Voilà, la porte s'ouvre. Elle est là, toute menue, tout en angle, avec ce même regard désapprobateur. En guise de bonjour, elle m'a lancé un « Vous avez encore grossi, non ?» Non. J'ai même maigri depuis 5 ans. Il faut dire que vous aviez de la marge. Elle m'a demandé de me déshabiller entièrement. Oh, je déteste ça. Je déteste tellement ça. Mais
Elle ne m'a pas laissé le choix et toujours avec ce même mépris dans la voix, elle me dit « Croyez bien que ça ne me réjouit pas, ce n'est pas pour mon bon plaisir, je m'en passerai volontiers. » J'ai senti mes joues se colorer de honte. Allongée sur la table, les pieds dans les étriers, vraiment très mal à l'aise, j'ai ressenti une douleur aiguë. Elle me fait mal, alors je lui ai dit et elle proteste. Vous ne pouvez pas avoir mal et puis vous êtes trop tendue aussi. Elle a insisté, elle a forcé, tiré. Moi j'ai paniqué, je me suis mise à pleurer. Je lui ai demandé d'arrêter. Elle m'a dit d'un air agacé, sec, presque en criant. C'est de votre faute aussi. Avec tout ce gras, c'est normal d'avoir mal. Avec vous, j'ai l'impression d'être un veto. Une douleur moins vive que celle infligée par ces mots m'a fait mettre la main sur mon sexe. Je saigne. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé ensuite. Je veux dire que je me suis retrouvée sans savoir comment dans la salle d'attente, habillée à la hâte et le goût de mes larmes sur les lèvres. Pendant des années, j'ai eu peur de retourner voir une gynéco. J'ai vécu avec la peur qu'elle ait laissé le stérilet en moi et qu'il se déplace et m'abîme. C'est grâce à mon nouveau médecin généraliste que j'ai pu rencontrer un sage-femme compétent et bienveillant. Et grâce à eux, j'ai vraiment pu reprendre ma santé en main. Je leur suis extrêmement reconnaissante. Merci à tous de m'avoir écoutée. Le témoignage de Cybèle a beau être un témoignage unique, il est en fait le reflet d'une situation ordinaire qui est communément vécue par les personnes en surpoids ou qui souffrent d'obésité. D'ailleurs, les études scientifiques nous montrent que sur un panel de 2400 femmes en surpoids qui ont été interrogées, 69% d'entre elles avaient déjà au cours de leur vie rencontré un médecin grossophobe et 52% d'entre elles en avaient rencontré plusieurs au cours de leur vie. Ces avancées scientifiques nous permettent de dire que le corps médical est la deuxième source de grossophobie, juste après la famille. Pour continuer sur cette présentation concernant les sources de grossophobie, je vais laisser la parole à Chad qui va vous parler du monde scolaire et du monde professionnel. Alors, comme Marie l'a mentionné tout à l'heure, très tôt, nous apprenons à discriminer. C'est une faculté que l'on a très facilement. Malheureusement, beaucoup d'études se sont penchées sur le harcèlement scolaire, donc ce comportement de discrimination répété sur la base de caractéristiques physiques, telles que la couleur de peau, la morphologie, la présence d'un handicap, par exemple, qui ont des conséquences assez importantes sur l'individu. Selon l'OMS, 63% des enfants obèses déclarent être discriminés à l'école. C'est le cas de Nina, par exemple, dont je vais vous lire le témoignage. Pour moi, ça a commencé dès le collège. Grosse vache, bouboule. Ton meilleur ami, c'est le frigo. T'es aussi haute que large. Ça va, Bouli ? Bouge de là, la grosse. Je faisais semblant d'en rire, semblant que ça ne me touchait pas, semblant que ça ne me touchait pas d'être la dernière choisie en sport ou celle qu'on mettrait toujours dans la cage de football, puisque de toute façon, tu ne peux pas courir vite, et avec tes grosses fesses, tu arrêteras le ballon. Ce processus, ce comportement de harcèlement engage plusieurs conséquences. Notamment, pour les personnes qui en sont victimes, on observe une désocialisation, de l'absentéisme, une phobie scolaire et donc une déscolarisation. C'est pour ça que ce n'est pas étonnant de voir que la proportion de personnes obèses ou en surpoids chute considérablement à l'arrivée dans les études supérieures dès lors que l'école n'est plus obligatoire. À terme, c'est la dépression qui est en jeu. La dépression est une pathologie psychologique sérieuse qui n'est pas à confondre avec un état de mal-être passager. Par ailleurs, au-delà de la sphère scolaire, les discriminations se poursuivent dans la sphère professionnelle, telle que l'illustre un des visuels que l'on expose, qui nous informe que 35% des demandeurs d'emploi français jugent acceptable de refuser un emploi à une personne sur le critère de sa morphologie, et notamment de sa surcharge pondérale. Alors, pour un psychologue social,
il est commun de privilégier son groupe d'appartenance et d'avoir des comportements de discrimination pour le favoriser. Ce que ça peut nous renseigner, c'est que finalement, avec notre grille de lecture, on pourra penser que, quand bien même on soit demandeur d'emploi, on opère une distinction entre les demandeurs d'emploi légitimes, avec une corpulence normée, et les demandeurs d'emploi illégitimes, en surpoids ou obèses. Et finalement, le sentiment d'appartenance à ce qu'on appelle un nanogroupe, c'est-à-dire le groupe auquel on s'identifie, est beaucoup plus fort envers le corps normé, c'est-à-dire les personnes de morphologie normale, que envers la catégorie demandeur d'emploi. Amadieu, en 2005, a réalisé une étude où il comparait le taux de recrutement de deux personnes en fonction de la morphologie qu'ils avaient. À CV égal, un homme obèse avait 15 fois moins de chances de décrocher un entretien d'embauche, uniquement l'entretien, pas forcément le poste, qu'une personne de poids normal. Alors, les études ont pu mettre en avant les processus cognitifs qui sous-tendent ces critères, cette façon de sélectionner une personne sur la base d'un CV. Lorsque l'on demande à des recruteurs de mettre en avant, par consensus, les critères qui, lorsqu'ils sont présents de manière objective sur un CV, peuvent nous permettre de statuer si la personne correspond à les compétences qui correspondent au poste ou non. Alors, je ne sais plus quand j'ai commencé la phrase, mais en gros, les chercheurs ont mis en place un consensus. Enfin, on demandait à des recruteurs de faire consensus sur une liste de critères appelés critères diagnostiques qui, s'ils étaient présents sur un CV, permettaient de statuer sur l'adéquation entre la personne, par son CV, et le poste à pourvoir. Ainsi, si jamais les critères étaient présents, on retenait le CV. C'est ce qu'on voit ici avec les CV verts. Si jamais les critères étaient absents, ces critères diagnostiques, il fallait rejeter le CV. C'est rationnel, un choix rationnel et logique. Ce que l'on observe, c'est qu'à CV égal, tous deux présentant ces critères diagnostiques, on a tendance à discriminer une personne surpoids ou obèse. Donc ça, on pouvait s'y attendre. Ils ont étudié la façon dont on justifiait cette discrimination et pourquoi est-ce qu'on refusait la personne obèse. Finalement, ce qui a été montré, c'est qu'on a plus tendance à refuser une personne obèse sur la base de critères non diagnostiques, c'est-à-dire des critères qui ne sont pas rationnellement à prendre en compte dans le choix d'un collaborateur. Finalement, on inférera à la base de critères parasites des comportements de cette personne, alors qu'il n'y a pas lieu de le faire. Si jamais la personne en surpoids ou obèse ne présente pas ces critères, les recruteurs savent le mettre en avant et rationaliser le choix de la personne les présentant sur la base de l'absence de ces critères-là chez la personne en surpoids, qui ne les a pas. Et enfin, la seule façon que l'on a, quand on est en surpoids, d'avoir une chance d'être embauché, c'est quand notre concurrent direct, qu'il soit en surpoids ou non, ne présente pas ces compétences-là. C'est-à-dire que finalement, à CV égal, une personne obèse en surpoids possède beaucoup moins de chances d'être recrutée qu'une personne de morphologie normale. Je laisse la parole à Marie pour la suite. Alors, je vous propose donc maintenant de continuer cette présentation avec une analyse sur la grossophobie et les genres. Il apparaît en effet que cette discrimination basée sur le poids soit impactée différemment en fonction de son genre. D'ailleurs, dès 1999, une étude scientifique montre que la majorité des hommes en surpoids se considèrent de corpulence normale, tandis que la majorité des femmes de corpulence normale se considèrent en surpoids. Dès lors, on voit apparaître la pression sociale à être mince et cette pression qui est d'autant plus forte chez les femmes que chez les hommes. Une étude plus récente de 2015 montre que la critique des rondeurs est fortement associée aux normes esthétiques de genre et que pour cette raison, elle va davantage pousser les femmes que les hommes à faire des régimes. Autre constat assez édifiant, au Canada, en 2002, c'est 35% des fillettes de 9 ans qui avaient déjà tenté de faire un régime. Il faut aussi savoir qu'en France, il y a autant d'hommes obèses que de femmes obèses, respectivement 15% chacun. Pourtant,
85% des candidats à la chirurgie de l'obésité sont des femmes. Là encore, ce sont des données qui nous permettent de voir s'illustrer cette pression sociale qui est genrée et qui donc du coup accentue l'injonction à la maigreur que vivent les femmes quotidiennement. Cette grossophobie internalisée est telle qu'elle est devenue une nouvelle norme sociale. Une nouvelle norme sociale que l'on peut appeler préoccupation excessive à l'égard du poids et qui a donné lieu à un nouveau trouble que l'on nommera de la même manière et qui peut être défini comme suit. C'est l'état d'une personne qui, ayant ou non un surplus de poids, est à ce point préoccupée par son poids que cela porte atteinte à sa santé physique et mentale. Pour continuer cette présentation sur la grossophobie genrée, je vais redonner la parole à Chad. Alors, pour illustrer ce propos, j'ai souhaité juste regarder ce que nous donnait à voir Internet, tout simplement. Par des recherches de mots-clés et des recherches d'images, qu'est-ce qui est visible aujourd'hui dans les premiers choix, donc c'est-à-dire les choix que l'on opère immédiatement, parce que finalement on ne scrolle pas trop quand on est sur Google. Qu'est-ce que nous montre Google quand on fait une recherche? Quand je tape le terme grossophobie, ce que l'on peut voir, c'est que le seul homme, en fait, c'est Kev Adams, ici, qui nous parle de la grossophobie qu'il a vécue étant jeune. Donc, ce qui nous laisse à penser que en fait, le vécu de la grossophobie est visibilisé par les femmes, pour les femmes, porté par des femmes, ce qui pourrait d'un côté, en gros, invisibiliser le vécu des hommes, ou alors être justement l'illustration d'une pression sociale genrée. Là, pour cette image, j'ai tapé les mots-clés beau et corps. Donc on voit que j'ai souligné les images où on présentait des hommes. Finalement, le beau corps aujourd'hui est féminin. La pression au beau corps est... Ah oui, il me semble bien que j'en avais 8 à la base. C'est parce que j'en ai oublié un. Voilà. La dominance des femmes, en fait, finalement, dans l'esthétique du corps, dans l'esthétique du corps beau. Donc dans le corps mince. Ce qu'on peut voir, c'est que finalement, un corps beau homme, c'est un corps musclé ici. Je tape ici maigrir. Donc là encore, je ne vois presque que des femmes, blanches notamment. C'est David qui m'a fait la réflexion tout à l'heure. Ce qui signifie que finalement, maigrir, cette préoccupation-là, serait-elle une affaire de femmes? Là, ça n'a rien à voir avec le genre, mais c'est pour montrer également un amalgame par rapport à ce que nous dit finalement, ou ce que nous laisse comprendre Internet. J'ai tapé ici « lutter contre l'obésité ». Et quand bien même une étude, un rapport de l'ANSES nous rapporte que dans 98% des cas d'obésité, la nutrition n'est pas le facteur prépondérant, enfin n'est même pas le facteur causal de l'obésité. Finalement, ce que l'on peut voir, c'est qu'au-delà des illustrations de simples personnes en surpoids ou obèses, l'association obésité et malnutrition est fortement véhiculée. Alors ici, je me suis saisi des affiches du collectif national des associations d'obèses de 2011 à 2017, alors qui est censé quand même représenter donc les obèses en France. Donc on peut voir que toutes les affiches représentent des femmes blanches, encore une fois. On a un jeune garçon là-bas qui joue au super-héros avec un poireau. Et on a également des femmes qui sont dites obèses, enfin qualifiées d'obèses, alors que pour moi, elles représentent juste une surcharge pondérale pas trop sévère finalement. Il a fallu attendre quand même l'année 2018 pour que la première campagne intègre un homme, et l'année 2019 pour que la campagne ait une parité parfaite avec la représentation d'un homme et d'une femme. Là, nous allons vous présenter le témoignage d'une personne qui a accepté de poser pour les visuels, qui s'appelle Elisa, figurante, qui a été interviewée par Marie pour illustrer la pression s'exerçant sur le corps et l'apparence. Bonjour Elisa. Bonjour Marie. Merci d'être là pour cette interview. Merci à toi. Donc pour le rappeler aux autres, toi, tu fais partie de l'expérience sur ce projet de poids de mesure, puisque tu as accepté en fait d'être modèle de l'exposition. Oui. Donc en fait l'objectif de cette interview, ça va être d'avoir accès en fait à ton point de vue sur la grossophobie, à ton ressenti,
Et je te propose de commencer à travers en fait l'histoire de ta vie, en commençant par exemple par le collège, le lycée, où il me semble que tu as pu vivre quelques difficultés à cette période-là de ta vie. Oui, mais en effet, durant cette période, j'ai subi du harcèlement scolaire qui n'était pas forcément lié à ma morphologie, mais ça a dégradé l'image que j'avais de moi. Et je me suis mis à me déprécier vis-à-vis de mon corps, de mon poids, etc. au fur et à mesure. Il y a eu par la suite des problèmes familiaux qui ont fait que j'ai pris du poids, qui ont encore plus dégradé mon image. Mais j'ai quand même trouvé un refuge. Je me suis mis à faire du mannequinat, de la photo. J'ai participé à des concours de beauté qui ont... Enfin, ça a très très bien marché dès le début et j'ai eu un regain de confiance en moi énorme en peu de temps par la suite. Voilà. Donc en fait, si je comprends bien, toutes les agressions, on va parler de ça puisque le harcèlement, on est sur des micro-agressions, tout ce que tu as pu vivre au cours de ton évolution personnelle a fait que tu as eu une image de toi-même qui s'est beaucoup dépréciée, une image de ton corps qui est devenue très négative, mais qui finalement ne correspondait pas forcément à celle que les autres avaient de toi, à l'image que tu renvoyais. Et c'est grâce à la photo finalement que tu as réussi à avoir... plus de sens en fait sur l'image que tu renvoyais, en comprenant qu'en fait l'image qui était dure et que tu avais sur toi-même venait en fait de toi et non pas de ce que tu renvoyais. Exactement. Ça, j'en ai encore plus conscience aujourd'hui parce que je vais beaucoup mieux, parce que j'aime mon image un peu mieux. Mais cette prise de poids conséquente qu'il y a eu à cause de mes problèmes familiaux fait qu'il y a un fossé entre l'image que je renvoie, parce que les gens me disent mais tu n'es absolument pas ronde, tu es très bien comme ça. Et moi qui me regarde dans le miroir, qui me dit faut que tu perdes beaucoup de poids. Mais j'arrive quand même à m'apprécier un petit peu, donc c'est encore un travail que je dois faire de mon côté, quoi. Et qui en tout cas, que la photo t'a permis en tout cas de commencer. Oui, parce que j'ai quand même travaillé avec plein de personnes différentes qui m'ont apporté une plus-value, une petite chose qui m'a apporté humainement et qui m'a donné un gain de confiance en moi. Et c'est hyper gratifiant, ça fait quand même presque 5 ans que je fais ça. En 5 ans, il y a une évolution grâce à ça qui a été hyper conséquente. Donc il y a encore un peu de travail, mais ça a énormément aidé, c'est sûr. C'est de la photothérapie, on dirait. Je trouve ça hyper courageux, moi, d'arriver à se mettre en devant de la scène, sous les lumières, les projecteurs, pour travailler une image de soi-même qu'on a déjà très négative. Donc c'est peut-être pas donné à tout le monde, mais ce que j'aimerais savoir, du coup, à travers ton expérience, à travers ce que tu as pu apprendre par rapport à toi, c'est quel message en fait t'aimerais délivrer aux autres, ceux qui se reconnaissent en fait dans ton discours et qui souffrent encore de l'image qu'ils renvoient? Pour moi, il y a 2 points à aborder. Déjà, il faut arrêter de se concentrer sur son image et se concentrer plus sur quelque chose qui peut nous apporter quelque chose de positif, que ce soit dans l'image comme moi ou par le dessin, le maquillage, etc. J'en sais rien. Une passion que vous avez, il faut se lancer dedans et se concentrer dedans. Je pense que l'image de son corps, on la laisse complètement de côté parce que c'est totalement insignifiant à côté des choses positives qu'on peut faire à travers sa passion. Et il faut surtout arrêter d'écouter les gens qui se permettent de juger sans connaître, la société qui nous impose des codes qui sont parfois très machistes et sexistes et misandres parfois. Je pense qu'il faut savoir s'apprécier par rapport à ce qu'on peut apporter et se détacher totalement du reste en fait. Il faut se trouver soi et s'apprécier soi. Voilà. En fait, à travers ton témoignage, ce qu'on peut comprendre, c'est que finalement, la grossophobie, ça ne concerne pas que les personnes qui souffrent d'obésité ou de problèmes de santé liés à leur surcharge pondérale, mais que finalement, la grossophobie, c'est aussi un travail qu'on a à faire nous-mêmes par rapport à l'image qu'on a de nous-mêmes et qu'on est les premiers grossophobes envers soi-même, finalement. Ça, c'est totalement vrai. Ouais, c'est vrai. Donc finalement, apprendre à s'apprécier, apprendre à bien s'entourer et puis surtout se concentrer sur ce qui fait nos atouts et non pas nos faiblesses. C'est beau, mais c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Alors, dans la même thématique, pour poursuivre un prolongement de ce que nous a dit Elisa, je vais laisser la parole à David. Tu peux te présenter, toi-même tu es mannequin. Ouais. Ok, bonsoir. Donc, je m'appelle David, je suis mannequin. Alors bon, je suis toujours obligé de préciser mannequin grande taille, puisque quand je dis je suis mannequin, en général, les gens regardent un peu. Ok, ouais.
Donc, je précise grande taille, même si en fait, je ne devrais pas avoir à le préciser. Je suis mannequin, puisqu'il y a des mannequins pour toutes les morphologies. Pourquoi il n'y en aurait pas pour les grandes tailles? Donc, alors, je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit Elisa. Donc, c'est par rapport à la... Je ne sais pas si tout le monde me voit, en fait, je suis... Hop, ça va. Je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit Elisa, en fait, par rapport à la photothérapie. Donc moi, en fait, pour revenir un peu sur mon parcours, donc moi j'ai toujours été le petit garçon, enfin le grand garçon, plus grand et plus gros que les autres. Donc moi ça allait. Puis en fait c'est les autres qui font remarquer que ok t'es plus gros. Mais moi je sais, moi ça va, je sais que je suis gros. Enfin j'avais pas de problème quoi. Parce que dans ma famille il y a des gens gros, donc c'était normal en fait de voir des gens gros, mais donc moi, j'avais pas de problème. C'est les autres qui te font remarquer que tu es gros, que tu ne devrais pas faire ça parce que tu es gros, etc. Et donc, pendant mon enfance, je pense pas avoir eu de problème, je n'ai pas souvenir, de m'être mis des barrières en fait pour faire ce que je voulais, jusqu'à l'adolescence. Où là, à l'adolescence, là, je me suis mis des barrières parce que les autres m'ont fait remarquer que j'étais pas à ma place. Donc là, comme Elisa, j'ai eu une espèce de dégoût, de mon corps, en fait, en me disant, bon, alors il faut maigrir. Enfin, j'ai essayé de maigrir, j'ai maigri, j'ai perdu 20 kilos, j'ai gagné 35, j'ai perdu 36, j'ai repris 40. Enfin bon, une espèce de cheminement un peu habituel chez les personnes en surpoids. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi je continue, en fait, à m'infliger ce genre de choses ? Puisque ça me rend triste, parce qu'en général, je suis quelqu'un de plutôt bonhomme, on va dire. Et là, quand j'avais maigri, en fait, l'anecdote, c'est que j'avais beaucoup maigri et je ne me reconnaissais pas. Et donc, j'étais plus mince. Alors, j'étais pas filiforme, hein, on ne peut pas raboter les os non plus. Mais, je ne me sentais pas bien comme ça. Et donc, j'ai repris exprès. J'ai repris mes kilos exprès, en fait. Parce que physiquement, je ne me plaisais plus. Et en plus, je sentais que j'avais perdu une sorte de joie de vivre que j'avais plus, en fait. Voilà. Donc, à partir de là, quand j'ai repris le physique qui correspondait à ma personnalité, là, j'ai commencé à faire ce que je voulais. Donc, jusque-là, je regardais des trucs de danse à la télé en me disant « Oh, il danse trop bien et tout, mais moi, je ne vais jamais le faire parce que bon, je ne pourrais pas m'inscrire dans un truc de danse. » Et un jour, je me suis inscrit dans un truc de danse. Voilà. J'étais évidemment celui qu'on voyait parce que j'étais le gros. Bon, en plus, il n'y avait que des filles et un gros garçon. Mais voilà, je me suis inscrit. Je suis allé au premier cours de danse. Bon, alors j'ai vomi mes tripes en sortant. Hein, donc enfin, j'ai gardé l'allure royale jusqu'au vestiaire. Ensuite, j'ai vomi dans les vestiaires. Mais et ensuite, je suis revenu au deuxième cours, au troisième cours, etc. Et à partir de là, en fait, le truc de « Ah là là, regardez le gros qui danse », c'est devenu « Ah mais le gros, il danse pas mal ». Donc là, enfin, ça a été le truc de la surprise. En fait. Et à partir de là, je me suis dit « Ok, maintenant, je vais pas m'arrêter. Je vais faire des trucs qui me plaisent, je les fais. » Bon alors, en fonction des trucs de sécurité, hein, si interdit au plus de 100 kilos, je le fais pas. Mais le reste, je le fais. Et donc tout ça, j'étais en Martinique en fait à l'époque, parce que bon, je suis d'origine de Martinique et tout. Et je suis arrivé à Paris, et là, je me suis dit, j'arrive à Paris, il y a plein d'opportunités, plein de gens à rencontrer, plein de choses à faire. Et assez rapidement, en fait, j'ai été contacté par un mec qui faisait un défilé de je sais pas quoi, et qui m'a dit « Ah, est-ce que tu voudrais être mannequin ?» Alors évidemment, moi, à ce moment-là, je me suis dit « Mais il se fout de moi, c'est n'importe quoi. » Et finalement, j'ai accepté. J'ai fait un défilé. J'ai trouvé ça bien. Personne n'a rien dit, Enfin, c'était... Voilà. Et donc les années sont passées et ensuite sur Facebook j'ai répondu à une annonce d'une agence de mannequins. C'est une agence spécialisée dans les grandes tailles et ils cherchaient des mannequins hommes. Et je me suis dit bon, avec mon expérience de professionnel de un défilé il y a 4 ans, je vais m'inscrire. Et donc j'y suis allé et j'ai été signé. Donc c'était il y a 7 ans maintenant. Et depuis 7 ans donc je fais des shootings, des défilés, etc. Et à mon niveau, en fait, j'essaie de montrer une
une autre version du corps gros, en fait, du corps masculin gros. Donc, pour que parce que je pense à moi quand j'étais gamin, en fait. Et je me dis, l'ado ou le petit garçon qui regarde les affiches et qui me voit et qui se reconnaît. Parce que bon, quand on est un petit garçon noir gros, on ne se reconnaît pas quand on voit Brad Pitt à la télé. Hein, alors que peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître en me voyant. Enfin, voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai continué à faire du mannequinat et sur mon compte Instagram, où vous pouvez voir plein de choses passionnantes de ma vie de tous les jours. Et aussi des photos où je montre mon corps de façon plus ou moins artistique, plus ou moins décalée, mais toujours une façon de me réapproprier mon corps et puis investir l'espace, voilà, de mon corps, le corps masculin donc. Et qu'est-ce que je voulais ajouter? Et c'est déjà pas mal. Moi, je pense que ça mérite des applaudissements. Et voilà. Et puis donc, si vous avez des questions, mon numéro de téléphone, tout ça. Oui, pour pas que ce soit que descendant en fait cette conférence, ce que je vous propose, c'est de faire une petite coupure. Après, bon, on continuera un petit peu sur les modes de communication actuels et puis bien sûr sur la présentation de notre solution pour lutter contre la grossophobie. Mais là, je vous propose de faire une petite coupure en échangeant si vous avez par exemple des remarques à faire sur ce qui a déjà été dit ou même sur des expériences dont vous voulez nous faire part, des questions que vous avez. Voilà. Si vous souhaitez prendre la parole, c'est votre moment. En fait, on a été super clair, quoi. C'est ça l'astuce. Oui, du coup, plutôt une remarque. Vous avez fait la remarque comme quoi, effectivement, c'est très très blanc. Et c'est un peu dommage que ce ne soit pas un mec qui est aussi trop abordé. C'est une bonne remarque. C'est une très bonne remarque. Alors, nous, bien évidemment, on a dû faire des choix aussi pour pas vous endormir tous, parce que moi, je pourrais parler très, très, très longtemps, je pense, de ce sujet-là. Et en effet, il est relié à énormément de choses qu'on n'a pas encore abordées ici. On abordera un petit peu après. Mais en tout cas, ce que je peux apporter comme réponse, c'est que nous, on a pris ça en compte. Et dans l'action qu'on a mis en place, dans l'exposition qu'on a menée, c'était aussi un de nos axes de pouvoir avoir justement un panel représentatif, en fait, que ce soit au niveau de l'âge, de l'ethnie, voilà, qu'on puisse vraiment avoir le plus de gens représentés. Mais c'est une très bonne remarque. Ouais. Après, c'est vrai que ça appelle aussi autre chose, parce que finalement, parce qu'on est sur une sorte d'intersectionnalité, noir fois gros, finalement, il y a des enjeux qui sont différents de blanc fois gros. Il y a une représentation, et ça dépend aussi du pays dans lequel on est. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui pourrait faire l'objet de nombreuses heures de débat. Donc c'est vrai que ce serait très intéressant de poursuivre l'analyse en allant plus loin dans ce domaine. Oui. Est-ce que toi, par exemple, David, t'as pu voir un petit peu d'autres personnes ayant ton profil, des noirs, des gros, qui s'affirmaient, qui osaient faire des présentations Alors, en fait, moi, c'est un peu particulier, parce que donc, les mannequins grande taille hommes, c'est un créneau assez restreint. Hommes noirs, en plus, c'est encore plus restreint. Donc, en fait, dans l'agence dans laquelle je suis, on est trois mannequins noirs. Il y a un arabe, un asiatique, je crois. Tous les autres, c'est des blancs. Et en fait, pour parler de mon cas, à chaque fois qu'on m'appelle pour des castings, pour des trucs, c'est toujours lié à certains stéréotypes. Hein. C'est l'agent de sécurité, c'est le mec sympa, rigolo, machin. Enfin bon, voilà. Mais alors, dans les castings, ils précisent pas expressément qu'ils cherchent un noir. Mais bon. C'est un peu, ouais. Je sais pas comment le dire. Ils le disent pas clairement, mais c'est sous-entendu que. Voilà, on le comprend bien. Ouais. Quand ils mettent quelqu'un qui fait un peu des îles, un peu, voilà, un exotique. Voilà. Exotique, ça revient souvent ça. Alors que bon, ça veut rien dire exotique. Je veux dire en Martinique, un Norvégien, c'est hyper exotique. Hein, donc... Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de dire quelque chose, de témoigner, d'apporter une petite question, une petite info complémentaire? Oui.
Ben oui, parce qu'en fait, alors à mon petit niveau, montrer mon corps dans des manifestations où je suis sur des défilés où 3 autres mecs font mon poids complet. Donc juste d'être là, c'est un peu militant en fait, d'être là, de montrer que je suis là. Alors bon, parfois je sais qu'on m'appelle justement parce que je suis un peu le truc un peu différent du défilé, il ne faut pas non plus se leurrer. Mais je sais que ça fait quand même une visibilité. Donc c'est une façon de reprendre sa place dans l'espace public en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes grosses qui sortent pas, qui ah ben non, moi je vais pas à tel endroit, moi je sors pas, moi je vais pas à une soirée parce que bon, nanana. Moi j'y vais parce que je montrer que je suis là. Voilà, j'ai ma place comme tout le monde, enfin, moi et les autres personnes. En fait, tout le monde a sa place, quel que soit son physique, sa particularité, son handicap, visible ou pas, mais tout le monde doit être traité en fait et de la même façon et être accepté de la même façon, qu'il n'y a pas une espèce de tolérance pour certains. Et voilà. Donc, je t'en prie. Ouais. Alors, oui, si je peux reprendre ton témoignage, David, j'ai l'impression que, pour relier à la question de place, justement, que tu avais plus de problèmes ou difficultés, on va dire, quand tu étais en Martinique. Ou peut-être parce que voilà, tu étais plus jeune aussi à l'époque, donc il y a moins de résilience aussi par rapport à des problèmes que tu rencontres. Mais est-ce que, voilà, est-ce que selon toi, depuis que tu es arrivé en France, est-ce que c'est parce qu'on a une culture d'acceptation de diversité, de différences plus grandes, donc c'était un peu plus facile dans la vie de tous les jours, ou c'est, en fait, c'est pareil? Alors en fait, c'est que donc, quand j'étais en Martinique, donc j'étais enfant et adolescent, et c'est comme dans tous les pays, les enfants et les adolescents sont hyper sympas entre eux. Donc voilà. Mais sinon, quand je retourne en Martinique maintenant, j'ai pas de problème parce que il y a un rapport au corps qui est différent dans les îles, et donc il y a les femmes grosses qui vont à la plage avec des strings et que ça pose pas de problème et que personne ne regarde. Enfin voilà. Et alors qu'ici, en fait, il y a un rapport au corps qui est différent. Et alors moi, on m'appelle parce que les hommes gros, on n'en voit pas beaucoup en fait. En plus dans le milieu de la mode, où, enfin je sais pas, j'ai même pas de nom comme ça qui me viennent. Il y a Magloire, mais voilà. Mais d'ailleurs souvent, ah c'est toi Magloire? Non, c'est pas Magloire. Donc, mais enfin Magloire ou tous les autres noirs un peu enrobés, Fabrice Eboué, tous les autres en général. Voilà. Mais je sais plus, je pars dans un autre truc et j'oublie ce que je voulais dire. Voilà. Donc la représentation des corps est différente ici, et c'est pour ça que, en fait, en arrivant ici, moi, comme j'avais grandi aussi, j'étais devenu adulte, j'avais plus de, j'étais plus complexé en fait. Donc je me suis plus mis de barrière. Alors même quand j'étais en Martinique, au départ, je n'étais pas complexé, mais c'est les autres qui ont finalement réussi à me faire avoir des complexes alors qu'au départ, j'en avais pas, en me faisant remarquer que voilà, qu'elle était trop grand pour aller là, etc. Et en étant adulte, en fait, maintenant, je me mets plus de barrières, je fais les trucs. Alors, j'essaie quand c'est accessible, où je fais remarquer, voilà, il y a des trucs tout cons quand je vais dans un resto et qu'il y a des micro-sièges ou des chaises pliantes, je demande si je peux changer, quoi. Alors, j'ai des amis qui, eux, préfèrent pas aller au resto parce qu'ils savent que, voilà. Moi, j'hésite pas à dire, bah non, je veux changer de chaise, je déplace la table. Bon. Alors bon, ça prend de l'espace, mais je prends de l'espace. Donc, je vais pas faire comme si je prends pas d'espace, je prends de l'espace. Donc voilà. Donc la clé, ce serait beaucoup d'acceptation de soi, justement, et de vouloir justement se réapproprier l'espace aussi, puisque ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est se réapproprier l'espace, et il y a aussi la visibilité dans les médias et dans les choses comme ça. Je vais dire, les gamins qui, en regardant les dessins animés, ils voient des personnages de toutes les morphologies. C'est pas mal, mais comme dans exemple tout con, dans les Disney, où quand il y a des gros personnages, c'est les méchants. Voilà. Donc, quand il y aura un super-héros ou une super-héroïne grosse, ça peut être bien. Ça peut être représentatif.
et incitateur. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir? On est tout bon? Ah, monsieur? Ouais. Mhm. Oui, alors en plus, alors bon, comme moi en plus, j'estimais que mon cas n'était pas assez grave, donc j'ai un compagnon qui lui fait 2 mètres, qui fait 2 mètres, alors qui est moins costaud que moi, mais qui est quand même un peu costaud. Et donc tous les deux, sur 2 sièges, on prend 3 places en fait. Donc souvent à l'aéroport, alors on nous a pas encore demandé de payer enfin moi en tout cas, on m'a pas encore demandé de payer 2 places, mais on m'a déjà fait remarquer que on allait voir si l'avion était plein ou pas pour voir si on pouvait me déplacer ou des choses comme ça. Voilà. Alors après, il y a les extensions de ceinture aussi, ça c'est un autre problème. Un truc tout con, pour venir en train, par exemple, je voyage en première classe. Alors bon, c'est pas pour faire la star, je vais en première classe, c'est parce que les sièges des secondes classes sont trop petits. Alors, c'est pas bien pour moi et pour l'autre personne qui est assise à côté aussi, où je déborde allègrement comme ça sur elle. Voilà, quoi. Donc, ou dans l'avion, quand je suis assis au milieu, les 2 personnes de chaque côté. Voilà. Ou quand on est 2 personnes fortes avec une personne au milieu, comme c'est déjà arrivé. Cette fille, elle a trouvé le voyage très très long. Mais nous aussi, parce que bon, ça durait 8 heures et on n'a pas pu manger parce qu'on n'arrivait pas à baisser les tablettes. Voilà. Moi avec mon ventre et ma voisine avec ses seins. Donc bon. J'étais prêt à me sacrifier pour aller en classe professionnelle, machin, mais je sais pas, les hôtesses de l'air n'ont pas vraiment. Est-ce qu'il y a une autre intervention que vous souhaiteriez faire? Oui. Ouais, beaucoup. Alors, mon regard sur moi, et après, ça me fait penser qu'il faudrait que j'y pensais un truc concernant Elisa, en fait, sur la photothérapie, mais bon, il faut me le souvenir parce que sinon... en fait, je pense que lorsqu'on est en accord avec son corps, les gens sentent que vous êtes plus confiant et ils vont directement vers vous. Et donc, lorsqu'on n'a plus confiance, on s'investit dans des projets, on montre qu'on est ouvert et les gens viennent directement, en fait. Ça fait un peu bateau de dire ça, de dire qu'on se ferme aux autres, mais moi, en tout cas, j'ai remarqué que depuis que je me sens mieux dans mon corps et que j'accepte de faire des trucs, les gens viennent directement parfois parce qu'ils sont surpris. Voilà, quand je vais à un cours de hip-hop et les gens disent « Oh, tu fais du hip-hop, dis donc. » Voilà. Quand je fais du voguing, quand je fais donc, mais c'est le fait d'être au départ l'élément un peu étrange et finalement devenir l'élément central. C'est hyper modeste ce que je viens de dire. Et oui, Photothérapie. Voilà, photothérapie. Donc, Elisa, elle disait que voilà, elle incitait pas les gens à se prendre en photo, à devenir mannequin, etc. Mais je pense qu'il faut que chacune se regarde en fait, se regarde dans le miroir. Voilà, regarder comment on est et se toucher, voir ce qui va pas, et voir les bons côtés. Et puis s'apprécier sans tenir compte essayer de ne pas tenir compte des injonctions, de toutes les règles voilà, il faut être comme ci, il faut avoir des abdos, il faut se raser les jambes si on est une fille, pas se raser les jambes si on est un garçon, ne pas mettre de vernis si on est un garçon. Enfin, voilà, si on a envie d'avoir des cheveux roses, on les a. Voilà, ce genre de choses, quoi. Il faut. Ok, est-ce que vous voulez faire une dernière intervention? Oui.
Et pour nous Alors moi, à mon niveau, de toute façon, tout le monde devient médecin. Voilà, alors, mais c'est pour vous que je dis ça, vous ne devriez pas manger ci, vous ne devriez pas prendre ça. Alors bon, souvent, je leur dis, mais justement, je cherche quelqu'un pour me signer mon truc, pour refaire du sport. Est-ce que vous pourriez le faire? Parce que vous êtes mon médecin apparemment, donc faites-le. Mais alors, il y a un truc, c'est tout le monde se sent obligé de donner son avis sur la santé de quelqu'un quand elle est en surpoids. Alors que bon, quelqu'un qui fume, etc., on dit rien. Après, je compare pas le fait de fumer et le fait d'être gros. Hein. Mais il y a une espèce de liberté, on peut dire à quelqu'un, on peut être intrusif dans sa vie, alors sans savoir pourquoi elle est grosse, pourquoi, si elle a envie d'être grosse, elle peut être grosse, si elle est malade ou pas. Parce que je ne fais pas de hiérarchie dans le fait d'être gros. On est né gros, ou alors on a pris du poids parce qu'on a eu un enfant, ou parce qu'on est devenu malade, ou parce qu'on a envie de prendre du poids. Enfin, moi, je ne fais pas de hiérarchie dans le truc. C'est que on n'a pas à entrer d'être intrusif comme ça dans la vie des gens, en fait. Et donc, souvent, donc sur Instagram, j'ai des messages de « Oui, mais c'est promouvoir l'obésité, etc. » Bon, enfin, les gens ne sont pas complètement débiles. Hein. Ils vont pas ah ben tiens, si je devenais obèse demain, ça serait super. Mais personne fait ça, enfin. Voilà. Et j'ai des coachs sportifs qui me proposent leur aide. Enfin, mais voilà, j'ai rien demandé. Enfin, si j'ai besoin d'un coach, je vais le chercher tout seul. J'ai pas. Bon. Donc c'est toujours un peu particulier le rapport avec la médecine, avec la santé. Parce que bon, après la grossophobie, on la trouve aussi dans le milieu médical, avec le témoignage de Cybèle. Où je vais chez le médecin pour un rhume et tout de suite. Bon, alors, il faut commencer par perdre des kilos. Ok. Bon. Alors, concernant la grossophobie médicale, c'est vrai qu'on on en a beaucoup parlé avec Marie, savoir comment se positionner sur notre campagne. Nous, on était confrontés à ce que tu disais. Vous êtes en train de promouvoir l'obésité. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu me contredis si jamais si jamais j'arrive pas à retranscrire ça exactement, mais en gros l'idée c'était on essaie de mettre de côté cet argument de santé, être gros et l'impact sur la santé. Bon, il y en a. Est-ce que c'est autant que ce que l'on croit? Voilà, je ne suis pas médecin, je ne sais pas. Par contre, nous, notre idée, c'était réellement de dire on souhaite réduire la double charge. C'est non seulement je suis gros, mais en plus, je m'en prends plein la gueule parce que je suis gros, quand bien même je cherche à me faire soigner. Finalement, en fait, c'est la discrimination qu'on cherche à enlever et non pas promouvoir l'obésité. C'est comme ça qu'on a essayé de se positionner sur la campagne. Après, concernant la grossophobie médicale, il y a le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids gros. J'ai pu assister à une de leurs interventions au congrès de pharmacie nationale des pharmaciens. Ils ont essayé de faire passer tant bien que mal le message « Comment recevoir une personne obèse ou en surpoids ?» Bonjour, j'ai mal au genou, perdez 10 kilos. Oui, vous êtes la 60e personne cette année à me le dire. Je sais, j'ai mal au genou, on fait quoi maintenant? En gros, l'idée, c'était ça. C'est concrètement comment prendre en charge. C'est très spécifique, je pense, au milieu médical. C'est peut-être pas du tout ta question, mais en gros, c'était comment prendre en charge quelqu'un qui vient pour un problème sans discriminer encore sur le poids et en proposant une solution réelle. Ce qu'on peut voir, c'est qu'une personne de corpulence normale, arrivant pour un même symptôme, aura un traitement différent. Là, on va lui dire, il va falloir maigrir. L'autre, bon, examen complémentaire. Voilà, je pense que l'idée, c'est pour traiter la grossophobie médicale, c'est vraiment de forme de sensibilisation, d'éducation. Et ce que j'ai pu voir, c'est que finalement, quand bien même le groupe de réflexion a mené une intervention et a tenté de sensibiliser au maximum les professionnels de santé, qui n'étaient que des pharmaciens. Enfin, que des pharmaciens, je veux dire, ce ne sont pas eux qui vont soigner directement et être sur la table d'opération. Faire changer ne serait-ce que l'idée que être gros ne soit pas forcément... Enfin, que l'idée que ce n'est pas forcément mal d'être gros, ça a été très compliqué. Et on a été vraiment confrontés, enfin ils ont été, parce que moi j'ai juste vu ça, confrontés à des remarques extrêmement grossophobes,
alors qu'on était en train justement de promouvoir, on était tous présents pour essayer de parler de comment enrayer la grossophobie lorsqu'on reçoit un patient. Je pense que ça pourrait être une intervention à part entière avec des professionnels de santé. Ouais. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Après, c'est sûr que les avancées scientifiques nous montrent aussi que l'obésité maintenant est plurifactorielle, qu'un climat hostile quand on était enfant peut faire qu'on va développer des troubles liés à la surcharge pondérale, mais ça peut être aussi des expériences d'agression. Enfin, il y a énormément de raisons qui poussent une personne à manger davantage, et c'est en effet une des raisons qui peut l'amener à devenir un jour obèse. Mais je pense que là où le raisonnement est erroné, c'est qu'au lieu de se dire cette personne-là, si elle est grosse, c'est parce qu'elle a trop mangé, on devrait même se poser cette question de pourquoi, à un moment donné de sa vie, cette personne-là s'est mise à davantage manger. Et je pense que c'est derrière cette question-là, en fait, que peut se trouver la réponse. Alors, bien évidemment qu'il y a une partie des gens qui souffrent d'obésité pour des problèmes hormonaux, des problèmes médicaux, ça c'est vrai. Mais il y a aussi, moi j'ai vu là, tout au fil des témoignages que j'ai pu entendre en préparant cette conférence, la majorité des cas, mais vraiment la grande majorité des cas, ce sont des gens qui ont développé, qui ont pris énormément de poids, mais par rapport à des expériences de vie, quoi. Donc voilà, je pense que c'est pousser les gens à raisonner autrement, à réfléchir autrement sur cette question, en se disant mais pourquoi cette personne finalement un jour s'est mise à manger à ce point et à négliger, selon nous, son apparence physique, quoi. Je pense que l'idée derrière aussi, c'est qu'on se dit, c'est promouvoir l'obésité. Finalement, l'obésité est entièrement consciente et volontaire, comme ces commentaires sur Netflix. Vous êtes en train de promouvoir l'homosexualité, parce que c'est vrai qu'être homosexuel, c'est volontaire et c'est conscient. Et je pense qu'il y a aussi cet amalgame-là, et ça fait partie réellement de la grossophobie. La personne mérite d'être discriminée parce que finalement, elle a choisi d'être grosse, elle se prend pas en main, elle fait pas de sport, elle bouffe n'importe comment. Mais non, c'est pas comme ça en fait. C'est la personne a beau faire du sport, a beau avoir une alimentation saine, finalement, c'est ce que tu disais, l'obésité est plurifactorielle. Et après, c'est un côté rassurant de se dire ah mais celui-là, vu comment il est gros, c'est forcément parce qu'il fait jamais rien et qu'il bouffe des chips à longueur de journée. Du coup, nous, ça nous préserve de devenir un jour comme lui. Donc ça a un côté rassurant, mais c'est complètement erroné. Et voilà, je pense que la réflexion c'est là qu'on doit changer, c'est comment on se pose cette question, comment on réfléchit sur cette question, sans omettre bien évidemment d'insister sur le caractère multifactoriel de l'obésité. Et franchement, encore une fois, je me permets d'insister à nouveau, mais vraiment sur le nombre de témoignages que j'ai entendus, la majorité, ce n'étaient pas des troubles médicaux, hormonaux, mais vraiment des expériences de vie en fait, qui les ont poussés à des consommations non saines, des comportements alimentaires déviants. Mais en règle générale, le souci est plutôt d'ordre psychologique finalement. Après, la personne qui décide parce qu'elle aime, qu'elle n'a pas envie de faire du sport et qu'elle aime manger, je sais pas, elle mérite autant de respect qu'une autre personne qui, elle, est devenue grosse parce qu'elle a eu un dérèglement hormonal ou quelque chose. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de hiérarchie dans les cas d'obésité, en fait. Enfin, moi, je vois ça comme ça. C'est pas parce que quelqu'un décide d'être gros et de manger tout le temps qu'il soit là, qu'il sera moins considéré qu'une autre personne, quoi. Je veux dire, on a tous et toutes droit à un respect, pour tout le monde, en fait. Bon, on va poursuivre. Ça tombe bien parce que je vais vous parler des modes de communication maintenant. Alors, justement, ces modes de communication. Donc, je vais essayer de répondre à cette question. Quelles sont les méthodes de communication actuelles concernant l'obésité, cet enjeu de santé publique ?
Eh bien, un des modes de communication les plus fréquemment utilisés est la culpabilisation par la menace, justement. Ça veut dire, en fait, produire des visuels de communication qui vont intégrer tous les stigmas de l'obésité, qui vont alerter sur les conséquences néfastes de l'obésité, mais sur aussi le caractère épidémique. Par exemple, ça va donner ce genre de visuel. Voilà, un visuel en noir et blanc où cette jeune fille semble passive, malheureuse. On met en rouge « warning »,« attention, cas désespéré ». Ici, c'est à peu près les mêmes choses qui sont sollicitées. Et sans parler même du caractère paradoxal de cet affichage, ici, on vient culpabiliser les parents en leur disant que si les enfants sont obèses, c'est à cause de la transmission des habitudes alimentaires. Alors, ce mode de communication étant un des plus fréquemment utilisés, on se demande donc pourquoi finalement le nombre de personnes en surpoids ou le nombre de personnes obèses n'a pas diminué ces derniers temps, bien au contraire. Eh bien, une des explications, c'est que la culpabilisation par la menace va augmenter la grossophobie internalisée, cette peur de devenir soi-même gros. Or, cette peur de devenir soi-même gros va, elle, augmenter la probabilité de déclencher des troubles du comportement alimentaire, que ce soit par la consommation excessive de régimes non suivis ou bien par des pratiques délétères telles que le binge eating, qui consiste à manger une grande quantité d'aliments dans un laps de temps court pour y trouver un certain réconfort. Mais cette augmentation de la grossophobie internalisée va également avoir une autre conséquence, qui est celle de diminuer l'activité physique. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard ensemble. Ces deux facteurs qui, concomitamment, vous l'aurez compris, augmentent le risque de développer l'obésité. Pour illustrer ce processus, je vais vous présenter une étude de 2014. En fait, on a exposé des femmes en surpoids à des articles de presse stigmatisants sur l'obésité, c'est-à-dire incluant tous les critères de la culpabilisation par la menace, ou à des articles de presse non stigmatisants sur le surpoids et l'obésité. Et ensuite, on a invité ces jeunes femmes à quitter la salle d'expérience et on leur proposait en fait un panier avec des aliments plus ou moins caloriques qu'elles pouvaient choisir. Eh bien, il s'avère que lorsque ces femmes étaient confrontées à des articles de presse stigmatisants, utilisant cette culpabilisation par la menace, eh bien, elles allaient consommer beaucoup plus de calories que ces mêmes femmes lorsqu'elles étaient exposées à des articles de presse non stigmatisants. On voit donc quand même l'importance de nos modes de communication. Une autre explication au dysfonctionnement de la culpabilisation par la menace dans la réduction de la grossophobie, c'est que la culpabilisation par la menace augmente également la grossophobie internalisée. Donc tous les comportements discriminatoires et les stéréotypes négatifs que l'on va avoir à l'encontre des populations en surpoids ou obèses. Une étude de 2012 a exposé des téléspectateurs à des images d'individus en surpoids. Ces images étaient stigmatisantes, encore une fois en utilisant la culpabilisation par la menace, donc tous ces stéréotypes, ou bien non stigmatisantes. Il s'avère que les téléspectateurs qui étaient exposés à des images stigmatisantes avaient des attitudes bien plus négatives envers les individus en surpoids après l'expérience qu'avant. Et lorsqu'ils étaient exposés à des images non stigmatisantes, cette fois-ci, avaient des attitudes bien plus positives à l'égard des individus en surpoids qu'avant de commencer l'expérience. Un autre mode de communication actuel qui est omniprésent, c'est l'injonction à la maigreur. Une des manières que j'ai trouvées pour vous illustrer ce propos, c'est un sondage qui a été passé dans la population québécoise en 2007. On a demandé aux Québécois, selon vous, quelle est la cause de la préoccupation excessive à l'égard du poids ? Cette nouvelle norme sociale qui a déclenché ce nouveau trouble dont on a parlé tout à l'heure. Eh bien, il s'avère que pour 27% des Québécois, la préoccupation excessive du poids est causée par les images diffusées dans la société. Pour ce même chiffre, la préoccupation excessive à l'égard du poids est causée par les images diffusées dans les médias, et pour 14% d'entre eux, elle est causée par les images diffusées par la mode. En guise d'illustration, voici le classement des personnes à suivre absolument par le magazine Vogue en 2018. Et voilà les mensurations de ces personnes comparées à celles d'une Française moyenne en bonne santé. Alors pourquoi cette injonction à la maigreur n'a-t-elle pas permis de diminuer la grossophobie ? Eh bien, puisque l'injonction à la maigreur a tendance à augmenter la grossophobie internalisée qui, comme nous l'avons vu précédemment, va augmenter la probabilité de développer des troubles du comportement alimentaire et diminuer l'activité sportive qui, par voie de conséquence, vont augmenter le risque de développer une obésité. Alors pourquoi est-ce que l'injonction à la maigreur entraîne-t-elle une diminution de l'activité sportive ? Eh bien ça, c'est la psychologie sociale qui va nous l'expliquer avec le concept de menace du stéréotype.
D'après ce concept, lorsqu'on se pense être la cible d'un stéréotype, on va se comporter de telle manière à confirmer ce stéréotype pour être en cohérence avec soi-même. Appliqué au cas de la grossophobie, eh bien, étant donné que je ne suis pas maigre comme la société me l'impose, je considère que je suis grosse. Quels sont les stéréotypes ambiants sur les grosses ? Probablement qu'elles sont des feignasses. Donc je suis une grosse feignasse. Résultat, je vais diminuer mon activité sportive pour rester en cohérence avec ce stéréotype. Bon, alors c'est bien beau de faire l'état de ce qui ne fonctionne pas, mais qu'est-ce qui pourrait bien fonctionner ? Eh bien, une des méthodes les plus efficaces, c'est l'utilisation de contre-stéréotypes. C'est-à-dire qu'au lieu de véhiculer dans tous nos supports de communication tous les stéréotypes que nous connaissons tous et qui sont ambiants, eh bien, cette fois-ci, on va essayer de communiquer sur des représentations positives. Alors, je m'explique avec cette étude qui a été menée dans une classe de collégiens en 2016. On a exposé ces collégiens à des représentations positives, d'enfants obèses dans les médias. Alors, comment obtenir une représentation positive ? Eh bien, simplement des enfants qui sont obèses, donc, mais qui étaient en train de faire des activités physiques, qui étaient socialement intégrés, qui avaient l'air heureux. Ça suffit. Cela suffit pour augmenter les attitudes positives des élèves envers les enfants en surpoids, et aussi ça suffit pour faire chuter le nombre d'intentions comportementales discriminantes envers les enfants en surpoids. Pour illustrer cette technique de l'utilisation des contre-stéréotypes, je vais revenir sur cette campagne que Chad vous a présentée un petit peu plus tôt, qui a été produite donc en 2018 par le Collectif national des associations d'obèses. Donc cette fois-ci, les visuels sont beaucoup plus colorés. On représente des individus, certes en surpoids, mais qui sont actifs, voire sportifs, qui sont souriants. On y lit des messages positifs, manger, plaisir, vie. Et puis surtout, au lieu de faire peur avec toutes les conséquences liées au surpoids, eh bien cette fois-ci, on va tout simplement encourager les gens à adopter des modes de consommation sains et des modes de vie sains. Un autre système qui fonctionne bien pour lutter contre la grossophobie, c'est celui de multiplier les représentations corporelles véhiculées par les médias. En effet, un constat a été fait dès 2006 et a montré qu'il n'existe dans les sociétés occidentales qu'un seul et unique modèle de beauté, celui de la minceur poussée à l'extrême, mais pas que. Il faut aussi avoir un corps parfait, exempt de toutes les marques naturelles liées au vieillissement. Or, le fait qu'on ne communique que sur un seul et unique modèle de beauté augmente la grossophobie internalisée par souci de conformisme. Je m'explique. Nous sommes des individus qui ont besoin de se sentir appartenir, de se sentir conformes aux modèles sociétaux véhiculés. Or là, ce modèle de beauté, il est unique. Nous sommes 7 milliards, donc ça coince un petit peu à ce niveau-là. Surtout que, on ne peut pas en fait avoir ce corps parfait. Il est photoshopé, il n'existe pas, donc on ne peut pas se sentir conforme. Donc, on va avoir tendance à augmenter cette grossophobie internalisée. Or, le fait de communiquer avec des représentations variées de différents corps, c'est tout à fait la philosophie du body positivisme, ça va permettre en fait d'augmenter la probabilité d'être conforme aux attentes sociales, parce que tout simplement, ça va augmenter la probabilité de se sentir conforme à un des modèles véhiculés, ce qui va à son tour augmenter le bien-être individuel et la tolérance mutuelle. C'est dans ce sens-là qu'a été signé le plan d'action gouvernemental du Québec en 2006, qui formulait cet axe-là. Favoriser la modification des normes sociales afin qu'elles valorisent une variété des schémas corporels. C'est également dans ce sens-là qu'a été signée la charte d'engagement volontaire sur l'image du corps en France, et qui comprenait des signatures telles que celle de la ministre de la Santé, du président de l'association des agences en conseil de com', de la secrétaire générale de l'association Allegro Fortissimo dont vous a parlé Chad tout à l'heure, le président de la Fédération française de la couture, du prêt-à-porter, des couturiers et des créateurs de mode, ou encore le président de la Fédération des entreprises de la beauté. Bon, il semblerait qu'ils aient encore un petit peu de boulot à ce niveau-là. Maintenant, je vais vous laisser écouter le témoignage de Claire, qui va être un résumé synthétique de tout ce qu'on a pu dire précédemment. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de me laisser participer à cette 6e quinzaine de l'égalité. Je voudrais commencer ce témoignage en vous posant une question. Pensez-vous que je suis en bonne ou en mauvaise santé ? Alors, au début, je voulais faire un témoignage sur ce que je subis au niveau de la grossophobie. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de ressources sur ça, sur Internet, notamment sur le compte Instagram Stop Grossophobie, où vous pourrez voir plein de témoignages de personnes qui la subissent au quotidien. Et donc, évidemment, c'est pas évident. Mais je vais quand même en parler brièvement.
Pour moi, il y en a différents types. Ça peut être au niveau médical. Allez voir un gynécologue qui vous parle les 3/4 du rendez-vous de votre poids plutôt que ce pourquoi vous êtes venu le ou la voir. Voilà. Après, il y a ce qui concerne les petites phrases du quotidien par la famille ou les amis que tout le monde subit. Il ne suffit pas d'être gros pour ça. Le pire étant, après il y a aussi au travail, les collègues, etc. Mais le pire étant ce qui est subi dans la rue par les inconnus. Que ce soit les enfants qui sont, personnellement c'est le plus violent parce qu'il y a un vrai choc dans leur regard qui est pas toujours facile à recevoir. Donc les enfants, mais les adolescents, les parents, ça passe par des insultes, ça peut être des messes basses, des rires, et surtout, ce qui est pour moi le pire, c'est la pseudo-bienveillance. C'est-à-dire qu'une personne vous approche pour vous dire « mais madame, mais vous êtes, vous faites combien ? N'avez-vous donc jamais pensé à faire une sleeve ?» Comme si évidemment en 31 ans de vie, je n'y avais jamais pensé. Et c'est ce qui est le plus difficile. C'est surtout beaucoup de projections sur les propres insécurités des personnes qui viennent me parler. Mais personnellement, je n'ai rien demandé. Je n'ai pas besoin qu'on me dise comment je dois diriger ma vie. Surtout, ça montre qu'on me prend pour quelqu'un de stupide. Comme si à mon âge, je ne savais pas que c'était une question de régime et de sport, comme si je n'y avais jamais pensé. Et si c'était ça la solution, est-ce que je ne l'aurais pas déjà appliquée ? Et au-delà de ça, moi ce que je vous propose, c'est ensemble, pour une fois, essayons de prendre ce qui est plus profondément ancré et d'essayer de le voir autrement, justement. Pour perdre du poids, le seul moyen, c'est d'écouter sa faim. Et qu'est-ce que c'est la faim ? C'est manger dans les moments où son corps nous demande de la nourriture. On est avec un capital génétique qui fait qu'on a un certain nombre de cellules graisseuses et dès qu'on naît, le corps sait combien on va peser à 20 ans. Ces cellules graisseuses, quand on prend du poids, elles se remplissent de graisse. Une fois qu'il n'y a plus d'espace, le corps il crée de nouvelles cellules graisseuses qui se remplissent de graisse et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc pour perdre du poids, il faut écouter sa faim. Et ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que on perd la graisse qu'il y a dans les cellules graisseuses. Et là, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes pour qui le corps va démultiplier les cellules graisseuses qui ont été créées. Et les personnes pour qui, au contraire, ces cellules graisseuses ne vont pas se démultiplier. Et ça, il n'y a pas de moyen réel aujourd'hui de savoir quel type de personne on sera. Et c'est aussi pour ça que c'est une maladie. C'est pas pour rien qu'elle est appelée, que ça s'appelle l'obésité et que c'est une maladie. C'est parce que justement, on sait qu'on peut prendre, mais on ne sait pas jusqu'où on peut perdre. Une étude qui s'intéressait à la mortalité avec 3 groupes de personnes. Un groupe de personnes minces, un groupe de personnes en surpoids et un groupe de personnes encore plus grosses. Et donc, comme on s'y attend, c'est les personnes, comme ça, voilà, sans critères, sans rien, c'est les personnes les plus grosses qui décèdent d'abord. Oui, je sais, c'est très fun, ce témoignage. Voilà. Et ensuite, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y a 4 critères pour dire si nous étions en bonne ou en mauvaise santé. Et ils se sont rendus compte qu'en fonction des critères, le poids n'est pas du tout corrélé. Je vous explique. Il y a 4 critères pour définir si on est en bonne ou mauvaise santé. Est-ce qu'on fume ? Est-ce qu'on boit avec modération ? Est-ce qu'on fait du sport ? Et est-ce qu'on mange équilibré ? Du coup, vous pouvez être mince et être en plus mauvaise santé qu'une personne qui est grosse. C'est simplement pour faire comprendre qu'on ne peut pas lire la santé d'une personne juste en regardant son corps. De plus, il y a des personnes qui sont grosses. En fait, on devient gros, oui, parce qu'à un moment donné, on a mangé plus que ce que notre corps avait besoin. Quoiqu'il y a aussi les problèmes hormonaux, mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est le moyen. C'est comme ça que ça s'est produit. Mais qu'est-ce qui a mené à ça ? Qu'est-ce qui fait
qu'à un moment donné, on a mangé plus que ce que nous avions besoin. C'est plutôt ça, je pense, la question qu'il faudrait que l'on se pose. C'est vraiment limite politique de s'assumer dans un monde qui ne veut pas de vous. Je suis aujourd'hui à un poids très extrême, notamment parce que j'ai été un parfait soldat et que j'ai fait des régimes à outrance depuis bien avant mes 10 ans, jusqu'à mes 23 ou 24 ans, parfois sans médecin. Je me suis détestée, littéralement. Maintenant, ça va mieux, super. Pour donner un ordre d'idée, je rentre dans du 64 en pantalon, voire 66. Donc voilà. Et ce que je voudrais dire surtout, c'est que les solutions, je pense qu'elles viennent dans la façon dont on se pose les questions, qu'il serait peut-être temps de faire en sorte de changer la façon dont on approche le problème, qu'on se rende compte que ça va plus loin que simplement manger. Et puis, quoi qu'il arrive, même si c'était ça, de ne pas s'autoriser de montrer du doigt et de faire du mal, parce que oui, ça fait mal, et de se poser 2 questions qui sont très simples. C'est est-ce que ce que je vais dire, est-ce que je connais mieux ou autant la situation de la personne en face pour pouvoir lui faire une remarque ou lui donner un conseil? Et l'autre question, c'est, et même si en effet je connais le problème moi aussi, est-ce que je sais d'avance comment la personne va le recevoir? Et évidemment, les réponses sont non à ces 2 questions, parce que même si 2 personnes sont grosses, nous sommes des êtres humains tous différents les uns les autres, et on ne reçoit pas les choses de la même façon. Voilà. Et le mot de la fin, c'est que la grossophobie, c'est systémique, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement des insultes ou des regards mal placés, c'est ancré dans un système. Je pourrais ne pas avoir d'appartement parce que je suis grosse, parce que pour ça il faut emprunter de l'argent et que on ne peut pas forcément emprunter de l'argent quand on est gros. Puisque pour ça la banque doit faire confiance sur le fait que vous pourrez rembourser sur les 30 années à venir, et des crédits sont refusés à des gros pour ces raisons-là. Ça pourrait aussi faire en sorte que je ne trouve pas de travail, donc c'est pour ça que ça va bien au-delà que de simples insultes. Donc pour conclure, je dirais que moi je subis la grossophobie, peut-être que vous subissez autre chose. On a tous on subit tous des choses au quotidien et que ça suffit quoi. Donc essayons plutôt d'être bienveillants les uns envers les autres et au moins si on n'y arrive pas, de ne pas le témoigner à l'autre. On ne sait pas ce que la personne en face a subi dans sa journée, dans son mois, dans son année, et je pense qu'on n'avait pas besoin de s'en rajouter. Voilà, bon, en tout cas, je vous remercie de m'avoir laissé participer. Et sinon, ça va bien, hein. C'était pas super positif, mais voilà, ça va bien. C'est juste que voilà, j'avais envie de transmettre ces informations-là et voilà. Bonne fin de conférence. Alors c'est vrai que c'est un témoignage qui est très touchant et qui résume énormément d'idées. Elle arrive à les enchaîner et à les articuler les unes avec les autres. C'est vrai que c'était un très beau témoignage. C'est pour ça qu'on a souhaité aussi le mettre vers la fin pour en gros une synthèse de ce qui a été dit. Je vais passer maintenant à la partie vernissage à proprement parler en vous présentant ce qui sous-tend notre solution, celle qu'on a proposée. Alors notre solution qu'on a appelée 2 poids 2 mesures, si nous étions tous et toutes grossophobes, elle est plurielle. Donc il y a cette exposition qui est jusqu'au 29, 7 visuels, plus 1, qui sont exposés jusqu'au 29 à l'hôtel de Bordeaux Métropole, juste à côté. Dedans, on a également ce vernissage conférence, qui fait partie à part entière de la solution,
et également un quiz jeu concours qui a été édité à côté. Alors, sur les visuels, on a souhaité déconstruire et mettre en avant plusieurs points, plusieurs domaines de la grossophobie. Ici, Fifi, qui est présente aujourd'hui avec nous, nous illustre la grossophobie médicale avec le refus de soins. La grossophobie professionnelle avec le refus à l'embauche, également à Marion, qui me semble qui est là. Je ne sais pas où. On a Kevin qui illustre l'idée que les gros souffrent d'un manque de volonté, à partir de quel point je ne fais aucun effort. Elisa, que vous avez vue en interview avec Marie, qui, elle, son visuel illustre la grossophobie intériorisée. À partir de quel point avez-vous peur de me ressembler? Léa, qui est également présente ici, qui illustre le vécu des agressions ordinaires. Les phénomènes d'intrusion dans la vie privée avec les commentaires non désirés, qui sont ici illustrés par Joe. Et enfin, Marc, également présent ici, son visuel, en fait, c'est un visuel général qui questionne la grossophobie comme étant le résultat d'une déviation à la norme. Voilà, un peu plus global. Comment est-ce qu'on a créé ça? Du coup, l'idée pour nous était de participer à un processus, participer activement à un processus qui est le processus de renversement du stigmate. Donc le stigmate, c'est quelque chose qui a été théorisé par Goffman. C'est un attribut socialement dévalorisé que l'on porte individuellement. Donc il y a des stigmates visibles, tels que le fait d'être gros, d'être amputé, d'avoir une certaine couleur de peau, et des stigmates invisibles tels que l'orientation sexuelle, des handicaps invisibles, choses qu'on ne voit pas directement. La stigmatisation, elle, intervient au moment où la société va associer cet attribut, qui est normalement neutre, à un discrédit moral et qui disqualifie en fait les individus qui en sont porteurs. C'est ce qu'on voit avec la grossophobie. Finalement, être gros, tu l'as cherché, t'as qu'à te bouger, mange mieux. C'est la stigmatisation. De fait, on assigne à une position inférieure dans la société donc ces individus par le processus de stigmatisation. Et cette association crée alors un conflit entre l'identité sociale virtuelle, attendue, être mince, et l'identité réelle, vécue, renvoyée par autrui. Normalement, le renversement du stigmate, c'est pas forcément quelque chose de volontaire ou de conscience, c'est un processus qui met du temps à être mis en place, mais qui en fait correspond à la volonté, à la somme des volontés individuelles de faire changer les choses, ou également la création d'associations, ou la création du parti politique, de la politique. Et là, je rebondis parce que pour moi, la phrase qui synthétise le plus notre volonté derrière la volonté de renverser le stigmate, c'est ça. C'est du coup le livre qui a été créé par les deux cofondatrices de Gras Politique. Gros n'est pas un gros mot. Finalement, à partir de quelle mesure est-ce qu'on peut renverser un stigmate de telle sorte que, par exemple, tel qu'avec le mot féministe, aujourd'hui, être féministe n'est plus perçu aussi négativement qu'avant, et il est même bien vu pour un homme de se dire pro-féministe. Notre solution est donc la suivante. De quelle manière est-ce qu'on a créé nos visuels? Il était important pour nous, du coup, de mettre en avant des visuels contre-stéréotypiques afin de lutter contre l'idée de la personne grosse comme antipathique, triste, inactive, peu soignée. C'est ce qu'avait présenté du coup Marie. Donc on a vraiment demandé aux figurants d'être joyeux, de porter au maximum la joie de vivre. On a donc eu plusieurs visuels et l'idée pour nous était ensuite d'entraîner un processus de questionnement du public en faisant varier la morphologie. On a décidé d'enlever le maximum d'effets parasites, donc ça c'est vraiment quelque chose qui a été un peu un fil conducteur, faire en sorte qu'il y ait le moins de choses qui varient sur l'image. On a donc sélectionné une seule image pour chacun des figurants. On a utilisé des morphings, donc dans la limite des capacités du coup du logiciel et de l'image pour éviter de distendre trop l'image. Parce qu'en fait, arrive un moment quand on modifiait trop l'image, on voyait que ça se voyait vraiment trop. La peau était complètement... on voyait qu'il y avait une retouche qui avait été effectuée. L'idée, en fait, c'était pour nous de rester au maximum sur quelque chose qui peut être vraisemblable.
On a sélectionné pour chacun 4 visuels qui permettaient de discriminer quand même une différence de morphologie. Et dans ce souci encore de retirer au maximum les effets parasites, on les a mis en noir et blanc, donc une saturation à 0%, afin que seul le vêtement et la silhouette puissent être mis en avant. Ce continuum de 4 visuels appuie, donc la variation de morphologie appuie l'essence de notre campagne, en fait, qui est cette phrase redondante, à partir de quel poids. On a décidé de s'appuyer quand même sur un langage commun, le langage de la rue, pour parler au maximum. Bien sûr, le poids n'est pas corrélé à la morphologie, mais ceci permettait en fait de parler au maximum de personnes. On a ensuite souhaité interpeller directement la personne avec le pensez-vous. À partir de quel poids pensez-vous? Ensuite, la déclinaison de tous nos visuels, que je mérite vos insultes. Alors, l'idée était ici de permettre aux personnes, au public, de juger, de jauger de leurs propres attitudes grossophobes, qui sont souvent non conscientisées. Comment est-ce qu'à partir de ce visuel, je peux me rendre compte de mon attitude si j'en ai pas conscience? Tout simplement, en fait, c'est... Alors là, je mérite vos insultes, mais je trouve que elle est très parlante sur le cas de Joe avec les chocolatines. Mais je pense qu'à partir de cette morphologie, Léa mérite d'être insultée et je n'aurais pas de scrupule à l'insulter puisque finalement, elle l'a peut-être voulu. Je pense beaucoup plus parlant dans le cas de Joe, qui, sur ces 4 visuels, c'était à partir de quel poids est-ce que je ne peux plus manger de chocolatine? Finalement, à partir d'un moment, la morphologie est telle qu'on se dit non, pour ton bien, il faut que tu arrêtes de manger. Et en fait, c'est ici qu'apparaît la discrimination. C'est quand justement la morphologie entre en compte dans notre décision et dans l'action que l'on va faire, qu'on va renvoyer à cette personne. Alors que pour les autres visuels, on n'aurait pas eu l'idée de le faire. Donc, dans l'idée de susciter le déclic nécessaire à la motivation active et volontaire, puisque là, c'est ce type de personnes qu'on essaie de traiter, n'importe quoi. C'est ce type de personnes qu'on essaie d'atteindre. En fait, ce sont les personnes qui, activement et volontairement, ont le souhait de modifier leur attitude, leur comportement de discrimination, mais qui n'ont pas forcément conscience de les avoir. Finalement, c'était d'ajouter un descriptif. 90% des personnes en surpoids ou obèses ont subi des comportements humiliants sur leur poids de leur famille, amis ou collègues. Donc, on met des chiffres sur les conséquences de la grossophobie en fonction des stéréotypes et des comportements qui sont illustrés dans les visuels. Et on associe ça à un jeu concours afin d'inciter les personnes à participer. Le jeu concours permet d'en savoir encore davantage avec une question qui permet d'apprendre encore plus sur les conséquences de la grossophobie. Donc là, la capture d'écran est un peu petite, mais ça, c'est par exemple le visuel de Léa, le quiz de Léa que je vous ai remis ici. Donc voilà, nous, notre action, c'est parti sur ces 3 éléments. Et je vous propose maintenant d'en finir ici et continuer sur un buffet si vous voulez continuer à échanger. Merci. J'ai juste un truc à ajouter. Si ça vous intéresse, donc sur le compte Instagram Stop Grossophobie, vous pouvez aller voir. Il y a plein de trucs intéressants. Et il y a aussi le compte Instagram de Claire, qui s'appelle Claire Automne. Voilà, et qui est très cool comme fille. Voilà, c'est tout. Elle est super chouette, Claire, mais malheureusement, nous n'avons pas assez de moyens pour faire venir tout le monde, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça qu'elle nous a fait cette vidéo. C'est parce que j'ai un cachet très élevé. C'est pour ça, il n'y a que moi.